Alors, bonjour à tous. Donc nous ouvrons cette séance du Conseil municipal du 23 novembre. Avant de laisser la parole aux représentants de Remède, je voulais faire un petit point sur l'organisation de ce Conseil municipal. Remercier tout d'abord la société Mourier Events qui nous permettra d'avoir une qualité audio et vidéo beaucoup plus qualitative que ce que l'on avait jusqu'à présent. Et puis dire deux mots suite aux échanges que l'on a vus dans la presse. Donc mes chers collègues, j'ai été destinataire ce week-end d'un courrier de M. Scotto dont voici le contenu exact. Nous avons bien reçu votre convocation pour le conseil municipal du 23 novembre 2020. Après réflexion, les élus de l'opposition et moi-même estimons qu'il n'est pas raisonnable de réunir ce conseil municipal en présentiel compte tenu de la situation sanitaire. Une réunion de ce conseil en visioconférence serait beaucoup plus sécuritaire, à l'instar de ce qui a été organisé à plusieurs reprises par l'ancienne majorité lors du premier confinement. Aujourd'hui, le Covid-19 touche notre commune. Il semble qu'il convient de respecter scrupuleusement les directives du gouvernement en restant confinés chez nous. Ce n'est qu'ainsi que nous protégerons nos familles et tous nos proches. Fin de citation. Vous avez peut-être lu par ailleurs dans la presse ce week-end que nos collègues élus sur la liste d'Onzer avec vous ont finalement décidé d'aller plus loin encore avec un boycott de notre séance du conseil municipal. Dans ces articles, d'autres motivations sont avancées. Je cite, « Nous ne trouvons pas raisonnable, même si le protocole sanitaire est respecté, de nous réunir à une quarantaine de personnes, si on compte aussi les élus, les employés de la mairie et journalistes, alors qu'il est demandé aux petits commerces de rester fermés. Il n'y a pas plus de risque d'aller chez un coiffeur, une esthéticienne, que dans un bureau de tabac ou au supermarché. Je constate qu'ils sont effectivement absents et je le regrette. Je le regrette d'abord parce qu'à l'occasion de ma rencontre avec Patrick Scotto le vendredi 13 novembre pour la présentation du règlement intérieur du conseil municipal, je l'avais informé de la tenue de ce conseil municipal. Et j'avais sollicité son avis sur la tenue de cette séance en visio ou en présentiel. Il m'avait alors répondu qu'il souhaitait que la réunion se tienne en présentiel, car cela était, je le cite, plus adapté à la tenue des débats. Dire une chose, puis faire le contraire, ne contribue pas à renforcer les liens de confiance entre élus, fussent-ils entre majorité et opposition. Nous ne pouvons donc que nous étonner de ce revirement soudain et douter des réelles motivations et préoccupations de M. Scotto et des membres de Donzer avec vous. Alors que disent exactement les textes ? La loi numéro 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, est venue préciser à nouveau les conditions de réunion des organes délibérants pendant l'état d'urgence sanitaire. Son article 6 précise, ainsi en son premier alinéa, « Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, lorsque le lieu de la réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. » C'est la réponse que j'ai transmise à M. Scotto suite à son courrier, afin de le rassurer sur le fait que la commune respecte ainsi scrupuleusement les directives du gouvernement, puisque personne ne pourra nier le fait que l'espace Aiguebelle permet de respecter largement les règles sanitaires en vigueur. Pour ce qui concerne les autres éléments que j'ai pu lire dans la presse, et notamment la motivation de soutien au commerce de proximité, mise très maladroitement en avant, comment peut-on à la fois dire qu'il n'y a pas plus de risque d'aller chez un coiffeur, une esthéticienne, que dans un bureau de tabac ou un supermarché et ne pas vouloir venir en réunion à l'espace Aiguebelle, en laissant entendre que cela serait dangereux pour les participants.
Monsieur Scotto et les membres de Donzère avec vous, nous défendons réellement les commerces de proximité et nous mettons nos actes en conformité avec nos paroles. Oui, nous considérons qu'il n'y a pas plus de risque de fréquenter nos commerces de proximité qui mettent en œuvre les différentes règles sanitaires que de se rendre au supermarché ou de se rendre à 30 ou même 40 en réunion dans une salle de plus de 300 mètres carrés. Et j'ai d'ailleurs écrit au Premier ministre suite à la mise en œuvre du confinement pour lui faire part de notre position, courrier pour lequel je viens de recevoir la réponse ce jour. Monsieur Scotto et les membres de Donzère avec vous, en boycottant la réunion de ce soir pour soi-disant des raisons sanitaires, vous envoyez un très mauvais signal à l'État. Il est impératif, en effet, que nous, élus, montrions l'exemple en nous réunissant dans les conditions définies par les textes et en démontrant ainsi que pour toutes les activités humaines, y compris le commerce de proximité, il est possible de mettre en œuvre des règles sanitaires compatibles avec les poursuites des activités. Refuser de participer à une séance du conseil municipal, qui, je le rappelle encore une fois, est organisée dans le plus strict respect des règles sanitaires, est par ailleurs une insulte à nos agents publics mobilisés pendant cette deuxième période de confinement, qui viennent, hormis les quelques situations de télétravail possibles, chaque jour effectuer leur mission de service public. Je veux souligner ici l'importance de cet engagement à nos côtés chaque jour. Et nous, élus, nous devrions rester confinés derrière nos écrans? Enfin, je rappelle à M. Scotto que lors du premier confinement, dont les conditions étaient beaucoup plus strictes, il n'y a pas eu de conseil municipal en visioconférence à plusieurs reprises, mais bien une seule fois, le 20 avril. Comparaison n'est pas raison. Alors si la loi évoquée plus haut a effectivement prévu que les assemblées délibérantes pouvaient aussi se tenir en visioconférence, cela ne vient qu'après avoir d'abord évoqué le changement de lieu. Si la situation sanitaire devrait se dégrader, je n'exclus pas de recourir à la visioconférence. Mais à ce jour, rien ne justifie d'utiliser cette disposition non prioritaire. Pas de situation de contact rapproché au sein de cette salle, pas de situation de contact rapproché au sein de transports en commun pour y venir, mais au contraire, des dispositions prises pour montrer que presque toutes nos activités humaines peuvent se poursuivre malgré le virus, dans le strict respect des règles sanitaires. Merci. Après ce petit point, je pense donc que nous pouvons commencer le conseil. En amont, nous avons la chance d'avoir les représentants de Remède. Comme vous le savez, sur cette période du mois de novembre, c'est un mois qui est privilégié pour mettre en avant la lutte contre les violences faites aux femmes, et encore plus dans ces moments de confinement actuels. Merci d'être avec nous ce soir. On va vous laisser la parole pour nous présenter vos actions. C'était important pour nous que vous puissiez avoir cette vitrine pour mettre en avant les différentes actions que vous menez sur le département de la Drôme pour protéger les femmes contre ces violences. On vous laisse la parole. Vous nous entendez, j'imagine? Mais si vous m'entendez, je peux peut-être vous présenter l'association Remède France Victimes. Allez-y, on vous entend bien. Voilà. Bien. Merci Madame le maire et merci aux membres du conseil municipal de nous accueillir pour cette présentation dans le cadre de ce conseil. Et c'est vraiment un peu particulier en termes techniques, mais finalement, on y arrive. Alors, c'est... Voilà. Oui, donc je vais vous présenter très, très rapidement l'association Remède France Victimes 26. C'est une association, c'est une des plus vieilles associations de la drogue aujourd'hui, puisqu'elle a été créée en 1990, il y a donc une trentaine d'années maintenant, 30 ans exactement. Et c'est une association qui est issue de la volonté d'une politique publique d'aide aux victimes qui a émergé à la fin des années 80 sous l'égide de Robert Badinter. Pour faire très caricatural, auparavant, dans le processus pénal, il y avait deux acteurs principaux. Il y avait l'auteur du crime, du délit, de l'infraction, et la société. L'auteur, il est l'objet d'une enquête, d'un jugement éventuel et d'une sanction éventuelle.
On voit ça, il suffit d'assister à un procès d'assises pour se rendre compte de toute l'importance qu'a l'auteur dans le cadre d'un délit pénal. Il y avait la société qui était représentée par le procureur et dont l'objet est de sanctionner le trouble à l'ordre public. Il est interdit de tuer, il est interdit de voler, il est interdit de détruire le bien d'autrui. Et donc la société, par le biais du procureur, demandait à ce qu'on sanctionne ce trouble à l'ordre public. Et puis la victime. Et la victime était souvent, on le voit bien, on le sait encore aujourd'hui d'ailleurs, était souvent la cinquième roue de la charrette. Autant on prenait en compte son préjudice économique, je sais pas, on vous brûle votre voiture, eh ben si l'auteur est arrêté, il est condamné peut-être à la prison, mais il est aussi condamné à vous rembourser la valeur vénale de votre voiture, c'est le préjudice économique, réparation des dégâts, des dommages et intérêts, mais la prise en compte de la victime dans sa globalité n'existait pas vraiment. Il n'y a pas de suivi de la victime. Pendant le procès, elle avait à peine droit à la parole, et après le procès, elle n'existait plus. Depuis les années 90, les pouvoirs publics ont créé en fait un service public d'aide aux victimes, et en l'espèce dans la Drôme, c'est un service départemental d'aide aux victimes, et a confié cette mission de service public, non pas à un service spécialisé au sein des tribunaux, comme pourrait y avoir aujourd'hui dans d'autres secteurs, mais l'a confié au secteur associatif. Et ça, c'était un peu une nouveauté qui a émergé dans ces années 90. Remède a été une des premières associations, d'ailleurs, en France, à se saisir de cette mission de service public. Depuis 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses, évidemment. L'association Remède France Victime 26 s'est professionnalisée, s'est spécialisée. Au début, il y avait 3 salariés, je crois, et aujourd'hui, on est à 18 salariés. On a 35 bénévoles actifs qui passent du temps, qui consacrent du temps aux victimes les plus diverses. On a des juristes, des professionnels, qui sont des gens qui ont une formation de juriste et qui s'occupent d'informer les victimes, de les orienter, de les guider dans le maquis des procédures judiciaires, d'avoir des contacts avec le barreau, avec les avocats. Ça sont nos juristes. Nous avons également des psychologues. Eux, leur rôle, c'est de soutenir, d'écouter les victimes pour leur permettre finalement une vie meilleure après le fait générateur du fait qu'elles soient devenues victimes. Et puis, on s'est rendu compte aussi, puisque le monde a évolué, les choses ont évolué, que les victimes avaient aussi besoin parfois d'être accompagnées pour traiter des troubles divers, des troubles qui ne sont pas des troubles considérés comme graves, mais quand on a des insomnies, quand on a des angoisses, parce qu'on connaît tous des gens qui ont été cambriolés, qui ne peuvent plus dormir la nuit ou qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Donc tout ça, ces gens-là ont besoin aussi d'accompagnement, et pour ça, on a des sophrologues qui accompagnent ces victimes. On a donc évolué quant à l'importance de l'association, mais l'association a également évolué, France Victime 26, quant au type de victimes qu'elle accompagnait. Au départ, c'était des victimes essentiellement d'infractions pénales, et toujours d'ailleurs aujourd'hui, on est sur la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes et contre les violences conjugales. C'est un délit pénal évidemment, et on accompagne toujours beaucoup ces victimes de délits pénaux. Mais également les victimes d'accidents de la route. On est très présent au centre des BOM, par exemple, avec des gens qui ont été cassés dans des accidents et qui sont des victimes et qui ont besoin d'être écoutés, accompagnés, suivis. On intervient dans le cadre de catastrophes naturelles. Il n'y en a pas trop, heureusement, mais voilà, on est toujours prêt pour ça. On a un processus qui nous permet d'être très présents si demain il se passe quelque chose. D'accidents collectifs. Vous vous souvenez peut-être de cette famille décimée sur la 7 il y a quelques mois. Voilà, on a été tout de suite saisis, on a été présents. D'accidents industriels. Et puis également, malheureusement, ça existe et ça n'existe pas qu'ailleurs, d'attentats. La Fédération France Victime était très présente après le Bataclan, après Nice, mais on a été nous-mêmes saisis par le procureur de la République et par le préfet au mois d'avril après l'attentat à Romans-sur-Isère, vous savez, cette personne qui a poignardé un peu au hasard dans la rue
des passants. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et le préfet et le procureur nous ont demandé en l'espèce de mettre en place et de coordonner une cellule qui s'est construite physiquement à Romans, où nous avons reçu toutes les victimes directes, mais également indirectes, il y en avait beaucoup. Tout ça en présence d'autres acteurs, la CAF, les services sociaux, les assurances, etc. Donc on a coordonné tout ça. Et une coordination forte avec la mairie de Romans en l'espèce, parce que les collectivités locales, c'est pour nous un acteur essentiel. Vous êtes, vous, élus de terrain, vous êtes les premiers capteurs finalement d'un certain nombre de difficultés auxquelles les gens sont confrontés, et en particulier de victimes qui parfois ont du mal même à se considérer comme victimes. Et donc vous êtes des vrais capteurs. À Donzère, d'ailleurs, je crois qu'il y a une vingtaine d'années que nous faisons des permanences. Je crois qu'on les faisait d'abord en gendarmerie, maintenant en centre social. Voilà, donc c'est important, essentiel que ce service public départemental d'aide aux victimes devienne un réflexe pour tous les acteurs. Et vous êtes des acteurs, vos services sont des acteurs. Il faut qu'ils aient vraiment le réflexe de dire, vous êtes victime de quelque chose, vous pouvez être accompagné, vous pouvez être aidé. Quand vous êtes dans une gendarmerie, vous verrez, il y a toujours un panneau, une affichette en disant, vous êtes victime, vous devez, même le conseil est fort, vous faire accompagner par le service départemental d'aide aux victimes. Donc voilà, les élus, pour nous, c'est d'autant plus important que on travaille avec l'association des maires de la Drôme, et on s'est dit aussi qu'il y avait certainement quelque chose à faire, parce qu'il n'y a pas un maire, il n'y a pas un adjoint, un élu, qui dans sa carrière, entre guillemets, d'élu, n'a pas été confronté un jour ou l'autre à une situation tragique. Quel est le maire qui n'a pas un jour été obligé d'aller sonner à minuit chez une famille pour annoncer le décès d'un gamin qui s'est tué en voiture? Et ça, personne n'est prêt à ça. Et donc, nous, notre proposition, c'est qu'on puisse également accompagner les élus, parce que c'est un vrai traumatisme, et l'élu est aussi victime dans ce cas-là, l'accompagner dans ce cadre-là, accompagner, soutenir parfois des équipes municipales. À Romans, quand les services techniques ont été amenés à nettoyer au Karcher le sang sur un trottoir, on a des agents municipaux qui ne pouvaient plus dormir le soir et qui sont venus nous voir, et heureusement on a pu les accompagner. Voilà. Et puis des élus qui peuvent être également eux-mêmes victimes dans le cadre de leur fonction d'agression, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'être élu, et on est au premier contact avec les difficultés. Voilà la présentation très 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 rapide de l'association Remède France Victime 26. Remède, d'ailleurs, c'est un acronyme qui est peut-être pas très heureux, mais qui a été écrit comme ça en 1990. Ça veut dire réconfort, écoute, médiation, aide et information sur les droits. Voilà ma présentation rapide, parce qu'on ne va pas vous prendre trop de temps. Je vais passer la parole à Fabrice Delabroix, qui est le directeur de l'association Remède, et qui donnera des éléments peut-être plus précis, plus chiffrés. Et puis on est à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, bonjour. Merci vraiment de tout cœur de nous accueillir sur cette séance. Oui, peut-être pour compléter le propos de notre président Jean-Michel Cresson, vous donnez des indicateurs de résultats. Alors, je vous ai transmis, je pense que c'était la semaine dernière, il y a très peu de temps, avec le dossier de demande annuelle de subvention que nous vous adressons, parce que la commune de Donzère soutient l'association Remède depuis de très nombreuses années. Et donc, nous établissons des statistiques sur notre activité, mais sur le périmètre de la communauté de communes, pour nous, c'est beaucoup plus simple, compte tenu du nombre de communes qui sont intéressées par ces résultats-là. Mais là, j'ai devant moi, sur l'écran, plus particulièrement les chiffres concernant Donzère. Alors, sur Donzère, nous recevons à peu près, j'ai regardé tous les ans, entre 15 et 20 personnes victimes d'infractions. Et donc, en préparant cet entretien, je voulais voir de quoi il s'agissait principalement. Et donc, je vous lis ce qu'il y a sur mon écran, donc qui concerne vraiment les victimes de la commune de Donzère. Donc, on a 2 faits de viol, on a des blessures involontaires pour une personne, 2 faits de violence volontaire, des violences conjugales, 2 vols simples, un abus de confiance, une escroquerie,
2 vols aggravés, 2 homicides ou blessures involontaires par accident. Là, il s'agit d'accidents de la circulation avec des dommages corporels et puis une infraction au droit du travail. Donc, vous voyez, il y a vraiment des faits criminels. Hein, quand on parle de viol, c'est vraiment de faits criminels qui vont bien souvent nécessiter un accompagnement dans la durée, puisque le procès va pouvoir se tenir en cour d'assises de la Drôme, parfois 2, 3 ou 4 années après la commission des faits. Voilà. Ce service que nous rendons, il est évidemment gratuit pour les victimes. Il n'y a absolument aucune cotisation, aucune adhésion qui leur est demandée. Donc c'est complètement gratuit et c'est totalement confidentiel. C'est ce qui permet d'ailleurs aux victimes, compte tenu des faits dont je vous parle, c'est ce qui permet aux victimes de pouvoir venir justement consulter notre association et solliciter notre service. Cette aide, elle va vraiment s'inscrire dans la durée et elle va mobiliser, comme le soulignait Jean-Michel Cresson tout à l'heure, vraiment plusieurs acteurs en fonction des besoins qu'elles peuvent avoir. Il peut effectivement s'agir de juristes, parce qu'une fois qu'on a déposé plainte, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Que devient la plainte? Est-ce qu'il faut que je prenne un avocat? Donc, c'est sur ces questions-là qu'on va accompagner les victimes. Mais aussi, des fois, ça peut être très difficile à vivre et il va effectivement, elles vont nous solliciter pour avoir un appui psychologique. Il y a également d'autres professionnels, comme le soulignait Jean-Michel, qui vont intervenir, puisqu'on essaye vraiment de diversifier l'offre et d'en faire surtout une offre de proximité. L'idée, c'est effectivement d'intervenir. Donc, on intervient tous les je crois que c'est le 3e mercredi du mois à Donzère, au centre social, place Françoise Dolto. Mais à côté de ça, on peut recevoir les victimes sur d'autres lieux de permanence, par exemple à Pierre-Latte, à Saint-Paul ou à Montélimar, qui est vraiment notre point d'ancrage principal dans le Sud-Rhône. Mais à côté de ça, si vous avez quelqu'un qui vous sollicite et qui aurait besoin d'une prise en charge rapide, il ne faut absolument pas hésiter à nous contacter et je vais vous laisser nos coordonnées de contact parce qu'on peut très bien venir, hein, on peut faire des entretiens dans votre bureau avec vous si c'est nécessaire ou avec les forces de police municipales, pourquoi pas. Voilà, parce que c'est vraiment important. Je pense à des situations, notamment sur les violences conjugales, où le temps va vraiment jouer contre les victimes. Si on intervient rapidement, à chaud, on peut mettre en place des dispositifs qui vont permettre aux victimes de prendre conscience de la gravité des faits qu'elles ont subis. Si on attend 3 à 4 semaines, et bien souvent, vous connaissez très bien ce processus, l'auteur de ces violences va faire amende honorable, va faire des tas de promesses, et puis va obtenir de réintégrer le domicile familial. Donc voilà, ne pas hésiter à nous contacter. C'est très simple pour cela. Il y a un numéro pour les professionnels, c'est le 04 75 55 94 59. Donc, ça sonne juste à côté de moi ici au niveau de la secrétaire de direction de l'association. Et puis, pour les victimes, donc, vous le voyez, il y a ce numéro-là qui est le numéro national, le 116 006. C'est par là, 7 jours sur 7, hein, c'est important. Ça, c'est la Fédération France Victimes qui est à Paris, qui va prendre ces appels-là. C'est de très, très bons professionnels qui font déjà une première écoute importante, et puis qui vont nous transmettre ensuite les demandes de prise de contact. Et puis pour les victimes qui le souhaitent, eh bien le téléphone, c'est celui que vous trouverez sur les plaquettes de l'association, c'est le 04 75 55 39 34. On a aussi de plus en plus de contacts à travers le site web, les formulaires numériques de contact, où on reçoit des mails comme ça de personnes qui vont nous dire voilà, j'aimerais bien que vous me rappeliez. Et puis c'est là où elles vont nous parler plus longuement de ce qui leur est arrivé. Voilà en somme ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Et bien entendu, si vous avez des questions, c'est un plaisir que d'y répondre. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions? Je me tourne vers les élus autour de cette table. Pas plus que ça. Merci pour votre exposé. Effectivement, malheureusement, on a bien besoin de vous dans nos communes. On l'a vécu il y a quelques jours avec Aura Roche, qui est adjointe aux affaires sociales, et Joël Lacroix, où on se retrouve à des moments dans des situations délicates. Et c'est vrai, et ce lien entre tous les acteurs est essentiel pour essayer justement de ne plus vivre ou que ces personnes vivent ces violences conjugales.
Merci à tous les bénévoles qui sont avec vous. Et puis, nous, on regardera d'un peu plus près quel lien encore plus fort on peut mettre avec vous. On a un site internet qu'on est en train de retravailler, donc pour mettre en prépondérance en fait les numéros que vous indiquez pour les victimes, les mettre bien en avant pour que le jour où malheureusement il y ait quelque chose qui arrive, elles puissent savoir vers où se retourner très, très rapidement. Donc le CCAS prendra contact avec vous pour affiner tous ces éléments. Ça faisait partie des priorités que l'on avait mis en avant pendant la campagne, parce que malheureusement, oui, nous avons des personnes à Donzère qui sont victimes, et donc on veut les accompagner au mieux, et vous êtes un partenaire pour ceci. Merci à tous les deux. On va continuer, nous, notre conseil municipal. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Comment ? Oui. Donc, nous avons 2 procurations pour ce soir. Donc Dominique Führer qui donne procuration à Aura Roche, et puis Adrien Guichardas qui donne procuration à Lucas Verrier. Pas d'autres procurations. Nous avons donc 9 absents, dont nos deux procurations. On va tout d'abord voter le procès-verbal du 20 juillet. Donc ce procès-verbal, on l'avait déjà intégré dans le conseil municipal la dernière fois, mais les membres de l'opposition n'avaient pas eu le temps de le lire, donc je vous propose de le mettre au vote. Êtes-vous contre ? Est-ce que vous abstenez ? Unanimité, merci. Et nous avons donc le procès-verbal du conseil municipal du 16 octobre. Est-ce que vous avez des commentaires sur le procès-verbal ? Il n'y en a pas. Êtes-vous contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Merci. On va rentrer dans l'ordre du jour donc, du conseil municipal. Le point numéro 1 concernait le budget principal 2020. C'est une décision modificative. C'est la première décision modificative sur ce budget principal. Qui permet en fait de régulariser des opérations principalement d'amortissement concernant la chocolaterie. Il y a d'autres opérations patrimoniales à hauteur de 4 000 € qu'on régularise. Et puis aussi une partie qui est d'un montant de 140 000 € qui est régularisée. En fait, on a une partie de la convention de l'impact financier que l'on verse à la communauté de communes qui sera passée en investissement. Et donc, c'est ces 140 000 € qu'on passe en investissement et qui avaient été prévus au départ en fonctionnement. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir dans le document, dans la note de synthèse, ces opérations s'équilibrent. Et donc on vous propose de modifier le budget principal comme indiqué dans le tableau que vous avez sous les yeux. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Point numéro 2. Cela concerne une admission en non-valeur. Le 23 octobre 2015, la commune a émis un titre de 750 € concernant une participation pour branchement à l'assainissement. La commission de surendettement de la Drôme a décidé en 2019 un moratoire de 24 mois pour cette personne. Et d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Donc le trésorier nous demande d'effacer cette créance, d'où l'objet de la délibération aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Point numéro 3, concernant la convention de partage de fiscalité professionnelle 2020. Ça fait plusieurs années que nous prenons le même style de délibération.
il est proposé donc au conseil municipal d'adopter un partage de fiscalité professionnelle pour un montant de 312 981,49 €. Ça, c'est la part fixe, et avec un complément éventuel de 32 000 €. Cette somme, en fait, permet à la communauté de communes de diminuer la part de prise en charge de la taxe d'ordures ménagères à hauteur de 172 981,49 €, de financer les conteneurs semi-enterrés, donc les 140 000 € que l'on parlait tout à l'heure, et puis de financer l'entretien des zones d'activité pour 32 000 €. Et donc, ces montants sont pour l'année 2020. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Convention de gestion des aides des zones artisanales et économiques pour l'année 2020-2021. Donc, comme vous le savez, la communauté de communes exerce la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien des zones d'activité économique. Ça concerne principalement la zone des éoliennes et la zone des graisses qui ont été transférées. La communauté de communes n'ayant pas les moyens financiers de créer, d'entretenir ces routes, il est proposé donc que ça soit la commune qui le fasse à sa place, comme ça se fait dans les 14, alors l'ensemble des communes qui ont des zones industrielles, artisanales et économiques. Donc c'est cette convention qu'on vous propose de signer pour que les moyens humains soient mis à disposition, donc nos services techniques soient mis à disposition, et en fait ça s'est refacturé après dans un second temps. Ce sont les 32 000 € qu'on a vus plus haut. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Point numéro 5. Concernant le rapport d'activité de la communauté de communes. Donc là, on prend juste acte, c'est ça. Donc vous avez dû recevoir avec la note de synthèse le rapport d'activité de la communauté de communes qui permet de relater tous les services qu'elle propose et puis les compétences qu'elle assure et son organisation actuelle. Chaque année, en fait, le président de l'EPCI adresse ce document aux communes qui prennent acte. Est-ce que vous avez des questions concernant ce rapport d'activité ? Pas de questions. Donc on prend acte simplement, il n'y a pas besoin de voter. Merci. Je vais passer la parole à Karine Bello concernant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Donc point numéro 6. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable est un document produit tous les ans pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée, dans une exigence de transparence à l'usager, lequel peut le consulter à tout moment. Donc, le rapport est public et permet d'informer les usagers de ce service. Le conseil municipal est invité à adopter le rapport sur le prix et les qualités du service public de distribution d'eau potable de la commune de Donzère et à dire que le rapport annuel sera mis à la disposition du public. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci Karine. Il n'y a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Point numéro 7 sur le rapport d'activité du délégataire du service public de l'eau potable. Karine Bello, toujours. Donc, la commune de Donzère a délégué le service public de l'eau potable à la société Veolia depuis le 1er février 2015, et ce pour 10 ans. Le service public de l'eau potable comprend principalement la gestion et l'entretien des installations de production, de pompage et de distribution aux abonnés de l'eau potable, la gestion de la qualité des eaux mises en distribution et la gestion du service de l'eau potable sur le périmètre de la commune. Le délégataire doit rendre compte périodiquement de sa gestion, et ce, tous les ans. Il remet ainsi chaque année à la collectivité un rapport contenant une partie technique et une partie financière. Le rapport annuel du délégataire pour l'année 2019 a été rendu
et le conseil municipal est invité à donner acte de la présentation du rapport annuel du délégataire du service public de l'eau potable établi par Veolia Eau et dire que le rapport annuel sera mis à la disposition du public. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Point numéro 8. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. Karine Bello. De même que pour l'eau potable, en ce qui concerne l'assainissement, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement est un document produit tous les ans pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée, dans une exigence de transparence à l'usager, lequel peut le consulter à tout moment. Donc, le rapport est public et permet d'informer les usagers du service. Le conseil municipal est invité à adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif de la commune de Donzère, à donner acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif de la communauté de communes Drôme-Sud-Provence et dire que les rapports annuels seront mis à disposition du public. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose d'adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 9. Rapport d'activité du délégataire du service public de l'assainissement. Donc la commune de Donzère a délégué la gestion du service public de l'assainissement à la société Veolia, et ce depuis le 1er février 2015 pour 10 ans. Le service public de l'assainissement comprend la gestion et l'entretien des installations de collecte, de pompage et de traitement des eaux usées, y compris l'évacuation et le traitement des boues, prise en charge sur une plateforme de traitement agréée, la gestion de la qualité des eaux rejetées en milieu naturel et la gestion du service de l'assainissement sur le périmètre de la commune. Le délégataire doit rendre compte périodiquement de sa gestion. Il remet ainsi chaque année à la collectivité un rapport contenant une partie technique et une partie financière. Le rapport annuel du délégataire pour l'année 2019 a été rendu et le conseil municipal est invité à donner acte de la présentation du rapport annuel du délégataire du service public de l'assainissement établi par Veolia et à dire que le rapport annuel sera mis à la disposition du public. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets. Hicham Margoum. Le président de la communauté de communes Drôme-Sud-Provence en charge de la collecte des déchets, le président du syndicat des Portes de Provence, le CIP, en charge de l'élimination des déchets, ont chacun transmis leur rapport annuel sur la qualité et le prix du service d'élimination des déchets ménagers de l'exercice 2019, vu les rapports annuels annexés à la présente délibération. Le conseil municipal est invité à donner acte de la présentation des rapports annuels du service déchets ménagers 2019 de la communauté de communes Drôme-Sud-Provence et du syndicat des Portes de Provence. Merci Hicham. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 11. Règlement intérieur du conseil municipal. Donc vendredi 13 novembre, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai convié Monsieur Scotto pour pouvoir échanger sur le règlement du conseil municipal, le règlement intérieur. On a passé en revue les différentes modifications que l'on proposait par rapport au règlement précédent. Pour information,
Il n'y a pas de grosses choses qui évoluent. Simplement, on a rajouté un article relatif aux suspensions de séance. C'est un article qui n'existait pas pour un petit peu le cadrer et qu'on puisse définir les règles si un jour cela advenait lors d'un conseil municipal. Et on a rajouté principalement les éléments liés aux droits de l'opposition et en particulier la possibilité de leur mettre à disposition un local de l'opposition, ce qui est le cas aujourd'hui à Donzère. Donc on voulait quand même le mettre noir sur blanc. Donc c'est simplement ces éléments qu'on a modifiés par rapport au règlement intérieur qui existait auparavant. Est-ce que vous avez des questions ? Donc je vous propose d'adopter le règlement intérieur. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Point numéro 12. Demande de subvention exceptionnelle de l'association Active. Je donne la parole à Aura Roche. Donc, demande de subvention exceptionnelle de l'association Active. Le conseil municipal est invité à accorder une subvention exceptionnelle de 480 € à l'association Active. Cette subvention permettra à l'association de prendre en charge le coût de la révision complète de leurs machines à coudre qui ont été sollicitées pour la fabrication de masques au printemps dernier, autant pour l'hôpital de Montélimar dans son premier temps que pour les habitants de la commune par la suite. Voilà. Merci Aura. Effectivement, il nous paraissait important de pouvoir aider cette association parce que dès qu'il y a eu le premier confinement, qui était quand même beaucoup plus compliqué que celui que nous vivons aujourd'hui, il faut se rappeler qu'on ne trouvait pas de masques, aucun matériel pour se protéger. Et heureusement, l'association s'est de suite mis au travail. Les bénévoles ont fait énormément de masques. Ça a bénéficié à beaucoup de Donzérois et on les remercie vivement. Donc, on s'est proposé de leur prendre en charge cette somme de 480 € pour remettre à niveau leur machine à coudre. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Point numéro 14. Alors le point numéro 14, on va l'ajourner parce que c'était l'opposition au transfert. En même temps, ce conseil est tellement long que... Donc, point numéro 13, concernant la petite enfance et les vacations pour le médecin de la crèche, toujours à Aura, s'il te plaît. Oui. Donc, depuis l'ouverture du multi-accueil, un médecin intervient pour accompagner les structures. À la demande de la trésorerie, il est demandé de délibérer pour fixer le montant de sa vacation qui faisait l'objet auparavant d'un simple mandatement. Le conseil municipal est donc invité à approuver la rémunération du médecin fixée à 75 € de l'heure. Très bien, merci Aura. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Christophe. C'était quelque chose qui existait déjà, je veux dire, un médecin qui est à la crèche, c'est pas quelque chose de nouveau? Non, c'est pas nouveau. En fait, ça y est, à peu près depuis 2018. On a eu du mal pour trouver un médecin qui aille à la crèche, 2017 ou 2018. Et pendant de nombreuses années, on n'avait pas de médecin référent, ce qui était quand même assez problématique. Parce que même si elle vient, je crois que c'est c'est une fois par mois à peu près, un petit peu moins, mais c'est essentiel dans le lien entre les familles, entre agents, etc. Donc on est très content d'avoir trouvé ce médecin à la crèche. Très bien. Merci. D'autres questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Donc, point numéro 14. Ce point numéro... Donc, comme je vous disais, on va ajourner le point numéro 14 parce que donc on avait l'obligation de se positionner
ou pas avant le 31 décembre 2020 sur le transfert du plan local d'urbanisme. Mais au regard de la situation sanitaire, l'État vient juste de nous transmettre des nouvelles informations. Il décale ce transfert automatique au 30 juin 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 1er juillet. Oui, merci. Alors, 1er juillet 2021, pour être complètement parfaite. Donc, on reproposera cette délibération au mois entre avril et juin, et on devra se positionner, savoir si on souhaite que notre compétence PLU soit transférée à l'intercommunalité ou au contraire si on souhaite la conserver. Donc c'est une délibération que vous retrouverez dans 6 mois à peu près. Point numéro 15, PAE des Bouchillons-Haut, les Roches. Alain Di Paola. Oui, en fait, il s'agit d'une régularisation concernant la PAE des Bouchillons-Haut. La PAE, c'est plan d'aménagement d'ensemble. Ce PAE a débuté en 2006 et ce que nous allons régulariser est dû au fait que la commune doit réaliser une voirie d'accès à ce lotissement et que par conséquent, au niveau de l'arpentage des terrains, il y a une petite chose à régulariser. Donc le conseil municipal est invité à prendre en charge les frais qui sont liés à la régularisation foncière ayant pour objet la restitution de surplus de parcelles à 2 riverains de cette voirie donc, qui reste à créer. Surplus qui a été mis en évidence suite aux documents d'arpentage qui ont été réalisés. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alain, toujours, concernant le report de paiement des sommes dues suite à l'acquisition d'un terrain au lotissement des Riailles. Oui, la PAE des Riailles, alors juste pour mémoire ou pour information, les terrains de la PAE des Riailles, la commune en possédait une partie qui ont été revendues et la décomposition du prix s'est constituée par une partie de le prix du terrain, une partie les taxes d'aménagement qui sont afférentes au terrain. Les 2 personnes, un couple qui a acquis un lot dans cette PAE avait obtenu et demandé et obtenu lors de la signature des actes un report de paiement de la taxe d'aménagement ainsi que de la partie qui concernait un terrain non constructible. Ces personnes rencontrent actuellement des difficultés financières qui les empêchent de régler ces sommes, qui ont été réclamées il y a quelque temps par le trésorier, et ils ont sollicité la commune pour obtenir un délai de paiement. Après les avoir écoutés et après nous être assurés que la situation était justifiée et justifiait ce report, le conseil municipal est invité à accorder un délai de paiement supplémentaire de 6 mois à ces personnes. Merci Alain. Qui a des questions? Personne. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point 17. Adhésion et convention avec le CAE. Donc, comme vous le savez, bien entendu, dans notre programme, il était inscrit un des projets qui sera un des plus structurants. C'est l'implantation, la nouvelle implantation de la médiathèque et du centre et de l'école de musique, pardon, et la rénovation du centre de loisirs.
pour identifier clairement à quel endroit on va positionner ces deux équipements structurants. On a estimé intéressant de pouvoir travailler avec le CAUE pour qu'il nous fasse une assistance à maîtrise d'ouvrage bien en amont pour positionner et voir comment cela s'organisera spatialement sur le territoire communal. Donc on vous propose d'adhérer au CAUE et de prendre cette convention pour qu'il travaille avec nous, définir un peu le programme, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir potentiellement un centre de loisirs, un centre culturel, une école de musique sur un même lieu, ou si c'est plus pertinent de conserver le centre de loisirs là où il est aujourd'hui et de déplacer le centre culturel et l'école de musique au niveau à peu près en face de la piscine municipale. Donc on va lancer la réflexion avec eux à partir de tout début 2021. Le Covid nous a un peu ralenti dans cette démarche, donc c'est exactement l'objet de cette convention. Il y a quand même pas mal de... Il y a quand même un gros travail en amont pour voir comment les flux vont fonctionner, etc. Si on met tous ces équipements sur un même lieu, parce qu'on se rend compte que le centre de loisirs, c'est plus de 100 enfants pendant les vacances scolaires. Centre culturel, on a quand même beaucoup de passages aussi, avec pas mal d'adhérents qui vont dans la médiathèque, dans la future médiathèque qui sera réunie, qui ne sera plus partagée sur 2 niveaux. Et puis l'école de musique, quand on voit le nombre de personnes qui viennent le mercredi dans la journée pour aller à ces différents cours de musique. Donc voilà, ça risque d'être un équipement qui va drainer vraiment du monde, plus tous les agents qui travaillent au sein. Donc il y a vraiment besoin de bien analyser les avantages, les inconvénients, de voir comment tous ces usages peuvent fonctionner ensemble. Et puis après, comme ça permettra de se décider et de voir aussi quelle sera l'enveloppe exacte, l'enveloppe financière exacte qu'il faudra qu'on mette sur ces 2 projets. Pour information, dans la prospective financière qu'on est en train de réaliser, on a déjà réfléchi un peu des montants, mais ça nous permettra d'affiner tout ça et puis de partir dans une maîtrise d'œuvre un peu plus fine pour que le projet puisse sortir de terre courant mandat comme on s'est engagé. Donc on vous propose aujourd'hui d'adhérer au CAUE et puis d'autoriser la signature de cette convention. La convention est fixée à, j'ai perdu le montant, à 7 000 euros, 8 000 euros. Le travail qui sera réalisé par le CAUE représente 8 000 euros pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et puis donc la dernière délibération qui concerne la signature de la convention PFIP Régie. Donc dans une perspective de modernisation des services municipaux, il est proposé de prendre une délibération pour adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales qui s'appelle PFIP. Donc, certaines recettes étant perçues dans le cadre de régie municipale, il convient d'autoriser également expressément l'adhésion à PFIP Régie. Il est donc proposé une nouvelle délibération englobant les 2 modalités. Le conseil municipal est invité à valider cette adhésion et à m'autoriser à signer toute convention d'adhésion. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Le secrétaire de séance, on va le désigner. Non, parce qu'on ne l'avait pas désigné. Et au hasard, on va prendre Thibaut. Parce que j'ai vu qu'il notait tout. Voilà, il avait son stylo à la main. Et donc, on se retrouve très rapidement. Je pense qu'on aura un dernier conseil municipal courant décembre, on se disait. Peut-être le 21 décembre, mais il faudra qu'on redéfinisse ensemble cette date-là. On espère qu'il sera sous d'autres conditions, que la crise sanitaire sera
sera un peu passé, en tout cas que les conditions seront allégées pour qu'on puisse partager cette fin d'année un peu différemment que la période que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Très belle soirée à tous et puis à très bientôt. Merci.